Chers parents, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire, cinquième de la série autour de l'orientation. Ce soir, ce webinaire est dédié à l'ouverture sur le monde pour vos enfants. Envisagez un séjour ou une poursuite d'études à l'étranger. Imaginez les opportunités incroyables qu'une telle expérience peut offrir. Immersion culturelle, développement de l'autonomie, maîtrise d'une langue. Et lorsqu'il s'agit d'envisager un séjour d'études à l'étranger, les interrogations peuvent être nombreuses. Alors, comment s'y retrouver parmi les nombreuses options et garantir un encadrement de qualité? Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de l'Office et ses partenaires. Laurie Larcher, déléguée générale de l'Office. Sarah Gonzalez, pour l'organisation PIE, Programmes internationaux et d'échange. Thibaut Dufresne, pour l'organisme CEI. Mahmoud Chakroun, pour l'organisme Kaplan. Juliane Théo pour l'organisme WEP, dont l'expertise dans la labellisation et le contrôle des organismes de séjour linguistique et scolaire est un gage de confiance. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter le témoignage de Marion Maréchal, étudiante. Notre objectif est de vous fournir toutes les informations nécessaires pour aborder sereinement ce projet, en vous présentant les étapes clés et en répondant à toutes vos questions avec l'expertise de l'Office. Je vais laisser maintenant la parole à Laurie Larcher pour qu'elle puisse nous présenter comment envisager un séjour ou une poursuite d'études à l'étranger. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Marc et toute son équipe de l'Appel de nous donner l'opportunité de dire quelques mots sur justement ces séjours longs à l'étranger. Je représente donc l'Office, l'Office national de la garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Et je ne suis pas seule puisque je suis entourée de nos membres qui sont eux-mêmes organisateurs et qui font partie de l'Office. L'idée, c'est de vous présenter l'Office. Nous sommes un expert qualité des séjours linguistiques et éducatifs, comme je vous l'ai dit. Nous avons également un label qualité que nos membres, vous en avez quelques-uns qui sont là ce soir, mais nous avons une trentaine de membres dans notre label. Donc, je vous les présenterai plus tard. Je pense que c'est important de vous présenter le fonctionnement d'un label et puis ce qu'on apporte aux familles et également à nos membres. Ensuite, ça sera l'opportunité d'aller sur les différentes opportunités et modalités de séjour dits apprenants. Il y a tellement de formules que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. On se pose beaucoup de questions en tant que parents et notre intention à tous, c'est de vous dévoiler un petit peu en fonction des âges, des destinations, des périodes, ce que chacune des formules peut apporter. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions bien précises pour que nous aussi également, on puisse rediriger notre discours parce qu'on a prévu d'aborder un certain nombre d'informations, mais peut-être que vous êtes là ce soir pour un programme en particulier. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir à l'équipe de l'appel pour que nous, on concentre notre discours sur une formule qui vous intéresse plus particulièrement en fonction de l'âge aussi de vos enfants. Chaque formule a des apports bien spécifiques dans la vie d'un jeune, que ça soit sur sa vie scolaire, que ça soit sur sa vie personnelle ou professionnelle. Les apports sont vraiment nombreux et donc on prendra le temps de vous les décrire et puis de répondre aussi à vos craintes, notamment par rapport à un retour en France, à un retour dans un établissement ensuite scolaire. Il y a plein de questions que vous devez vous poser. Donc on parlera justement de certaines astuces ou certains conseils avant, pendant et après le séjour pour essayer de brasser large ce soir. L'Office, sa raison d'être, c'est de mettre en avant des membres qui sont engagés dans une démarche qualité et qui envoient nos jeunes. En fait, la mission, c'est d'apprendre en voyageant. C'est une association qui existe depuis 1997 et l'Appel est un des membres fondateurs de notre association. On y tient beaucoup parce que dans un label qualité, quand vous avez les associations de parents d'élèves, c'est vraiment un gage de confiance et de qualité qui nous tient à cœur. Nous avons également la FCPE et puis bien sûr des personnes qualifiées et compétentes qui sont vraiment professionnelles de l'éducation, des langues étrangères ou encore du tourisme.
L'idée est double. En tout cas, moi, ma mission, c'est d'accompagner les familles. Vous pouvez nous contacter directement. Vous aurez les coordonnées à la fin de la présentation, mais vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone si vous avez besoin de conseils par rapport au choix des études, des séjours de vos enfants, ou si vous avez des problématiques, notamment, par exemple, de visa, tout simplement. Et puis, on est aussi là pour accompagner des services à nos membres qui sont eux-mêmes organisateurs. Et donc, on a toute cette charte qualité que je vais vous présenter rapidement après, mais qui nous permet de suivre la démarche durable et engagée de nos membres avant, pendant et après le séjour. Donc, nos membres organisent différents types de séjours. C'est ce qu'on va essayer de décrypter tout au long de notre présentation. Peut-être que vous connaissez donc les voyages scolaires éducatifs. Ce sont les voyages qui sont organisés donc par les établissements, par le chef d'établissement ou des enseignants. Donc là, on est encadré dans un programme pédagogique. On a également les séjours linguistiques dits de courte durée, donc de moins de 3 mois. Qui sont, voilà, qu'on va détailler plus tard. Hein. Donc, c'est juste pour vous donner les différentes typologies, mais on a des courtes durées, des moyennes durées et des plus longues durées. Je crois que ce soir, vraiment, l'idée, c'est d'aller sur les longues durées, donc trimestre, semestre, voire année, qui peuvent s'adapter donc à des projets avec scolarité, parce que vous pouvez partir dans un séjour simplement dans une immersion en famille, ou alors d'être inscrit dans un établissement dans le pays d'accueil. Il y a également des séjours qui vous permettent d'aller dans des écoles de langue, donc on aura des témoignages tout à l'heure. Le séjour au pair où je suis donc accueillie dans une famille, j'ai une mission de m'occuper des enfants de la famille et également de différentes tâches du quotidien, ou encore la possibilité de passer par un organisme pour trouver un job ou un stage en entreprise à l'étranger. Alors, je vous ai dit, nous avons une trentaine de membres, donc forcément, il y a beaucoup de partenaires qui ne sont pas forcément là ce soir, mais n'hésitez pas à aller sur notre site puisque vous allez trouver une présentation de chacun et ils sont en général aussi catégorisés par rapport au type de séjour. Donc, si on est sur des séjours linguistiques, des séjours avec scolarité, ou bien encore les fameux qui sont spécialisés donc sur les voyages scolaires éducatifs. Sachez que sur notre site, vous avez un moteur de recherche en fonction des critères, de l'âge de votre enfant, de la période, de la destination. En fait, ce moteur filtre et vous amène directement vers les organismes labellisés chez nous et qui correspondent au projet de votre enfant. Alors, bon, le contrat qualité, je pense que les membres dans la vidéo en ont parlé assez longuement et avec ce que je vous dis là, c'est que vraiment quand aujourd'hui sur Internet, on fait face à tellement d'informations, il y a tellement d'acteurs qui sont disponibles. L'avantage quand vous choisissez un label, c'est que vous êtes sûr du coup que là, on travaille sur la satisfaction client et ça, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, quand on envoie nos jeunes dans des destinations, dans des familles et assez loin, c'est bien d'être sûr d'être face à des organismes qui s'engagent, eux, à être contrôlés, à accepter les contrôles inopinés, et que ce soit avant, pendant et après séjour. Donc, c'est important, en tout cas pour vous, ça vous facilite vos recherches et vous avez accès à des conseils voilà, qui peuvent largement vous aider dans le choix. Sachez que ce contrat qualité, ce label, les critères à respecter ont été définis donc par l'appel, entre autres, par la FCPE, mais également par des associations de consommateurs qui ont été agréées. Donc, on est vraiment assez large. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Bien évidemment, on demande aux organisateurs d'assurer un suivi permanent, de diffuser, d'avoir un numéro d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vérifie également que les hébergements proposés correspondent au contrat qualité. Si on est dans une famille d'accueil, que cette famille d'accueil, par exemple, ne reçoive pas plus de 4 enfants par famille. Enfin, voilà, il y a des critères assez précis que d'ailleurs vous trouvez sur notre site parce que le contrat qualité est disponible et accessible au grand public. Donc, vous pouvez largement aller le consulter. Et puis, par exemple, il y a également, bien sûr, des critères sur le transport. Et de plus en plus, on essaye, bien évidemment, d'avoir des critères liés à une mobilité durable et de faire en sorte
que nos membres aient aussi et s'engagent finalement dans une démarche qui permette aux jeunes voyageurs d'être responsables lorsqu'ils sont à destination, d'avoir un comportement responsable et respectueux de la destination, de la famille et des partenaires qui le reçoivent. Sachez aussi que la spécificité de l'Office, c'est que nous mettons en place une commission de conciliation. Une commission de conciliation, c'est comme une commission de médiation. Si vous avez une insatisfaction avec un de nos membres labellisés, vous pouvez contacter la commission, nous faire savoir sur le litige, l'insatisfaction par rapport au contrat qualité, et nous allons organiser, nous, avec des membres qui sont vraiment dédiés à cette commission, d'analyser le dossier et d'essayer de trouver un accord entre l'organisme et vous, famille et jeunes, pour que du coup, ça soit plus facile pour vous. Parce que quand il y a insatisfaction ou non-respect d'un engagement, on sait rarement vers qui se tourner. Et puis, bien sûr, on n'est pas obligé toujours d'aller vers des actions en justice. Simplement, une action de médiation neutre peut vous aider à trouver gain de cause. Donc, je passe la parole à Thibaut. Merci beaucoup, Laurie. En préambule, avant d'entrer dans le vif du sujet des différents programmes, il est important de rappeler que entre organismes, on partage bien évidemment des valeurs communes qui sont déjà la passion des voyages. Chaque collaborateur dans nos organismes ont déjà effectué des expériences à l'étranger, des études à l'étranger. Donc, il y a vraiment, c'est un métier passion. Il y a une valeur qui est extrêmement importante pour nous, c'est la confiance envers nos partenaires, nos prestataires, et surtout aussi ce lien de confiance avec vous, les parents, parce que vous nous confiez ce qu'il y a de plus précieux, même si vous êtes sans doute content de les voir partir pour les vacances. On a ce devoir d'organiser un cadre rassurant, bienveillant, sécurisant. Et donc, ce lien de confiance est extrêmement important. Et une valeur qu'on partage aussi, c'est qu'on est des experts du tourisme et des voyages de jeunes. Donc, on a un vrai savoir-faire parce qu'on a des centaines, des milliers de jeunes qui voyagent avec nous chaque année. Donc, on est en mesure aussi d'améliorer chaque année ces séjours et les programmes qui vont avec. Donc, c'est vrai que c'est important lorsque vous contactez un organisme de l'Office. On ne va pas tout de suite vous dire ce que l'on fait en programme. On va déjà essayer d'identifier vos besoins, donc ce que vous recherchez. On va aussi essayer de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Donc ça, c'est les enjeux, c'est les impacts que vous recherchez. Et c'est là où on va vous recommander d'associer très vite ou le plus tôt possible, du moins, vos jeunes, vos enfants, parce que c'est eux qui vont être acteurs sur le séjour. Donc, si vous pouvez les associer au plus tôt dans cette phase de recherche et de préparation, ça vous permettra d'aligner vos attentes en tant que parents, mais aussi les attentes de votre enfant, parce que c'est souvent là où on peut avoir des distorsions. Et encore une fois, quand ces attentes sont alignées entre les parents, les enfants et l'organisme, on a beaucoup moins de problématiques ensuite sur place. Donc, les différents critères derrière qui vont permettre finalement d'affiner cette recherche, bien sûr, c'est l'âge de votre enfant, c'est aussi la durée du séjour, ça va être la période dans l'année où vous souhaitez que votre enfant parte. Et bien sûr, quand on parle de durée, plus la durée est longue, plus aussi le budget peut être important. Donc, il y a la notion de budget qui va bien sûr être important. On discutera des modalités de financement un petit peu plus tard. Donc, ces critères vont nous permettre d'affiner cette recherche et d'arriver sur les programmes que vous voyez sur la slide, avec notamment les séjours linguistiques et les écoles de langue qui démarrent à partir de 11 ans. Il y a toujours des formules qui peuvent démarrer un peu plus tôt. Ça, il faut l'affiner avec l'organisme. Les programmes scolaires, c'est plus sur la scolarité à l'étranger. Donc là, on va plutôt être sur les lycéens entre 14 et 18 ans. Tout ce qui est échanges internationaux, là, on va pouvoir l'aborder un petit peu plus tard encore. C'est les échanges, là encore, entre 9 et 18 ans, possibilité de partir, mais aussi d'accueillir le jeune en France. Et enfin, les programmes au pair, là, qui concernent peut-être un petit peu plus tard, entre 18 et 30 ans pour tous les programmes au pair. Donc voilà un petit peu les différents types de séjours. Il y a bien sûr un facteur important, c'est la destination.
Donc souvent, les jeunes parlent tout de suite de la destination. Néanmoins, on va vouloir, nous, affiner plutôt sur les enjeux, parce que souvent, on se rend compte qu'on peut changer de destination en fonction des besoins, certains pays sont sans doute mieux adaptés à certains jeunes ou à certains programmes. Donc là encore, ça va être important de regarder l'ensemble des besoins que vous avez ou des impacts que vous recherchez. Mais bien sûr que toutes les destinations, alors pas toutes les destinations où on peut envoyer des jeunes dans un cadre rassurant et sécurisant. Donc les pays anglophones, les pays hispaniques, on a un large éventail de destinations, vous verrez, sur les organismes de l'Office. Donc, ouais, pour continuer un petit peu plus en détail sur les différentes durées et périodes, comme l'a dit Thibaut, c'est quand même un point assez important si vous voulez déjà mettre un petit peu le cadre sur ce type de projet-là pour vos enfants. En fonction des différentes formules, les durées et les périodes vont potentiellement pouvoir être un petit peu différentes. Les séjours linguistiques et écoles de langue sont souvent sur des périodes de vacances scolaires, typiquement sur l'été, et vont durer donc globalement d'une semaine à plusieurs mois en fonction de votre disponibilité. On va également avoir les principes de cours et activités pour les plus jeunes, entre 10 et 17 ans, qui peuvent être sur de la plus courte durée, entre 2, 4, 6 semaines. Quand on passe sur des périodes de scolarité, là, évidemment, on passera sur des durées un petit peu plus longues. C'est souvent une scolarité qui peut être intégrée au lycée ou alors le faire en césure scolaire. Donc, on va facilement commencer au trimestre, semestre, voire l'année scolaire complète, qui va globalement jusqu'à 10-11 mois. Certains organismes proposent également des scolarités un petit peu plus courtes, environ 8 semaines, qui peuvent se faire sur l'été dans l'hémisphère sud ou sur des écoles internationales qui peuvent le faire pendant les vacances scolaires également. Donc voilà, on pourra aborder ce sujet-là un petit peu plus tard, mais voilà, vous avez vraiment plein de périodes qui vont correspondre au projet que vous recherchez forcément. On a vraiment des destinations sur presque tous les continents, avec plusieurs langues disponibles également. Donc, on vous a mis quelques petits drapeaux. C'est les pays qui reviennent le plus, effectivement, sur l'Europe, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, sont des destinations qui sont très recherchées. Mais si vos enfants sont prêts, ils peuvent partir également un petit peu plus loin, donc sur un programme États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. On a également des langues asiatiques qu'on peut aller explorer et pratiquer directement sur les pays d'accueil. Donc, très intéressant. Vous trouverez forcément un pays, une langue qui vous intéresse. Les parents s'interrogent effectivement par rapport à l'avant-bac. Si j'ai un enfant qui rentre en seconde, comment va se passer? En fait, quelle est la meilleure période pour partir un peu en fonction des âges? Est-ce que vous avez un tableau qui pourrait récapituler ça? Mais je pense qu'on va y venir sur le focus un petit peu plus sur les immersions scolaires qui peuvent se faire notamment pendant la seconde. C'est assez intéressant. Donc, je pense qu'on va pouvoir y revenir juste tout de suite. D'accord. Et ben, du coup, continuons alors. Là, on va vraiment différencier les programmes scolaires donc, qui sont sur le lycée, des séjours linguistiques qui sont plus du coup pour les périodes de vacances scolaires. Le programme scolaire, c'est vraiment intégrer un lycée à l'étranger et non un centre pour internationaux de langue. On est vraiment avec les locaux. Et pour le coup, là, ça va commencer dès 14 ans pour des destinations, typiquement les destinations européennes comme l'Irlande ou comme le Canada pour un peu plus loin. Ça va commencer dès 14 ans. Pour d'autres destinations, type Australie, États-Unis, on va commencer dès 15 ans. Donc, les jeunes peuvent partir dès la fin de la troisième. Et on va également proposer, pour la plupart des organismes, en fonction, on va avoir quelques petites différences, mais globalement, on peut aller jusqu'au post-bac, toujours dans le cadre du système scolaire au lycée. C'est-à-dire, soit en fait, on part pendant une seconde, ce qui fait qu'on peut valider l'année à l'étranger en partant sur une année qui n'a pas d'examen comme la seconde, à vérifier avec votre lycée français évidemment. Ou alors on part en césure scolaire. Donc au lieu de faire 3 ans de lycée, on en fait 4. Et on peut également faire cette césure au lycée à l'étranger sur du post-bac. Donc terminer la terminale en France et partir en post-bac sur une dernière année de lycée à l'étranger, refaire une terminale à l'étranger. Et revenir avec des bulletins scolaires, des relevés de notes qui peuvent être assez intéressants pour un potentiel Parcoursup, pour un CV, pour une lettre de motivation, pour une candidature pour des écoles. Donc, très intéressant. Donc voilà, l'âge, c'est vraiment un panel qui peut être assez étendu, de 14 à 19 ans globalement.
sur différents types de formules qui vont correspondre à différents types de pays. Typiquement, sur les programmes au lycée, on va avoir des hébergements en famille d'accueil, mais on peut aussi avoir des hébergements en ce qu'on appelle les boarding schools. Donc, c'est un petit peu comme une formule internat, si vous voulez. Mais toujours avec une scolarité qui se suit au sein d'un lycée local, donc avec des locaux. C'est comme si on prenait un petit pion français, si vous voulez, qu'on mettait au lycée à l'étranger et dans une famille d'accueil ou un internat. Les différentes formules, ça va plutôt correspondre au choix que vous pouvez apporter à ce projet-là. Si vous voulez choisir la destination, si vous voulez choisir même peut-être potentiellement le nom du lycée, l'état choisi si c'est un programme avec différentes régions. Et ça peut être aussi par rapport à des choix académiques, des choix sportifs. Nous, on peut toujours essayer de répondre à vos demandes. Comme l'a dit Thibaut, on est lié avec nos partenaires sur les différents pays qui sont là pour aussi répondre à nos demandes. Et on peut vraiment essayer de faire du cas par cas pour chacun de vos enfants, chacun de leurs projets, répondre à vos interrogations, à vos questions et proposer la formule qui vous correspond le mieux. Et puis bon, évidemment, en termes de bénéfices, ils sont extrêmement nombreux. Je pense que vous pouvez vous y attendre. Faire partir son enfant à l'étranger, même sur une courte période, ça fait une énorme différence hein, par rapport à ses camarades de classe, par rapport au monde qui l'entoure. C'est quand même très, très intéressant de partir à l'étranger et de revenir faire sa scolarité en France. Typiquement, pour les jeunes qui vont partir sur une seconde, ils vont revenir, même s'ils ont passé 3 mois, 6 mois, 1 an, ils vont revenir avec très souvent un très, très bon niveau de langue. Ce qui permet après d'être beaucoup plus serein pour l'aspect anglais, s'ils ont gardé une spé anglais, et évidemment d'avoir des points d'avance au bac, des bonnes notes lors du contrôle continu. Donc, c'est une partie qui est très intéressante à mettre en place sur une début de scolarité au lycée, ou alors sur une fin de scolarité pour appréhender la partie post-bac de la meilleure des manières également. Et puis même, là j'ai fait un petit topo sur la partie scolaire, mais du point de vue personnel, ça reste également une expérience qui est exceptionnelle. Je pense qu'on l'a tous à peu près vécu chez les membres de l'Office, donc on peut aussi bien en parler. Mais c'est vraiment un programme qui change une vie. C'est pas anodin, hein, ni pour les parents, ni pour les jeunes. Donc on a aussi une préparation au départ qui est très poussée pour pas mettre les pieds là où on ne serait pas forcément hyper à l'aise. Donc voilà, on prend énormément en maturité. C'est vraiment s'enrichir de nouvelles matières, d'une scolarité qui est différente, mais aussi d'une culture qui peut être très différente. Parce que mine de rien, l'école, on y va du matin au soir, mais bon, le week-end et le soir, c'est aussi là qu'on va faire notre expérience avec une famille d'accueil ou au sein d'un internat, donc avec d'autres jeunes du même âge que les vôtres. Donc voilà, les bénéfices sont absolument énormes. Et puis je pense que Oui, je pense que c'est pour les programmes scolaires longs, on parle de période idéale. Alors c'est vrai qu'en la seconde est souvent citée comme une période qui est propice, puisqu'on le jeune a pas d'examen, notamment en fin d'année ou entre la seconde et la première. Julienne parle effectivement de la négociation avec votre chef d'établissement, parce que partir une année en scolarité à l'étranger, c'est vrai qu'il n'y a pas l'équivalence du temps passé à l'étranger en France comme en Allemagne ou en Espagne. Donc ça, il faut vraiment parler dès que vous le souhaitez et dès que vous le pouvez avec votre établissement, avec le chef d'établissement, pour essayer aussi d'intégrer cette phase de préparation au séjour. Et si jamais c'est pas possible ou alors que vous redoublez, il faut toujours se dire que on appelle nous le bac en 4 ans à partir de la seconde avec une année à l'étranger et vous revenez bien évidemment bilingue avec une formidable expérience. Et pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas, entre guillemets, refaire une autre année, il y a des durées qui sont évidemment plus courtes, comme un trimestre ou un semestre, où là, souvent les établissements sont plus enclins aussi à libérer le jeune et à valider l'expérience à l'étranger. tout à fait. Mais pour info, c'est vraiment à vous, les parents, de faire cette première demande au sein de votre lycée, puisque chaque lycée va avoir ses propres règles différentes. Mais du moment que vous présentez le programme de la meilleure des manières, nous, on est là aussi pour vous aider à appuyer un peu votre demande, évidemment. Mais effectivement, par expérience, les trimestres, semestres, même l'année complète en seconde, sont globalement acceptés. Dès qu'on va passer sur une année à examen, type première terminale, le trimestre, à la rigueur, pour les très bons élèves, peut être intégré dans le cursus. Au-delà, ça me paraît un petit peu compliqué, à voir avec vos lycées, évidemment, mais ça comptera plus comme une année de césure, avec du coup, en fait, pas de redoublement, hein, mais en fait, rajouter une année entre une seconde et une première, ou entre une première et une terminale. Super. Je voulais rajouter que c'est vrai que nous, on observe que de plus en plus d'établissements mettent l'ouverture internationale
en avant. Donc, c'est vrai que je pense qu'on est quand même dans une période qui facilite, en tout cas, les chefs d'établissement prennent conscience de plus en plus de l'importance de l'ouverture à l'international. Donc, c'est vrai qu'on observe quand même que de plus en plus, c'est facilité grâce aux différentes démarches et notamment à un label là, que nous avons rencontré grâce à l'appel, qui est le label Ouverture internationale, qui, je crois, représente plus de 1300 établissements labellisés. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté quand même des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques de proposer des choses diversifiées et pas que autour des langues. L'ouverture internationale, ça comprend beaucoup de choses et je voulais juste ajouter qu'un programme scolaire, outre les compétences linguistiques, on travaille aussi les compétences dites psychosociales qui sont très recherchées aujourd'hui par les écoles, par les universités et les employeurs. Les compétences psychosociales, c'est de l'intelligence émotionnelle, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Et quand on part comme ça 1 an, forcément, c'est la meilleure expérience pour apprendre à gérer ses émotions. C'est aussi de l'intelligence sociale, des compétences sociales, être en lien avec l'autre, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, forcément, de plus en plus, c'est demandé également dans des cursus scolaires et professionnels. Et puis enfin, c'est aussi des compétences, on va dire, cognitives, et puis de la connaissance de soi. Parce que quand on est dans ce type d'expérience, qui peut être assez long, en effet, plusieurs mois, on est face à soi-même et le jeune apprend réellement à savoir qui il est, aussi bien en termes de personnalité que de compétences. Et donc, voilà, forcément, les bénéfices sont tout. Il n'y a pas que les compétences linguistiques, il y a vraiment personnel et vraiment ces compétences psychosociales qui sont de plus en plus recherchées. Voilà. Oui, alors les questions commencent à arriver. Du coup, est-ce qu'il y a un minimum de niveau de langue pour partir à l'étranger? Pardon. Non, vas-y. Donc oui, en effet, pas de niveau minimum requis pour partir étudier à l'étranger. On a souvent tendance à dire que plus justement le besoin est important au niveau de l'apprentissage de la langue, plus il faut partir. Donc c'est vrai que non, aucun niveau requis. Il ne faut pas que ce soit un frein pour justement prendre la décision de partir étudier à l'étranger, que ce soit sur un séjour de courte durée ou de très longue durée. Le but, c'est justement de vous permettre à la fois de vivre une expérience exceptionnelle à l'étranger, mais surtout de vous perfectionner en langue. Donc plus le niveau est bas, plus vous progressez aussi rapidement pendant votre séjour et votre expérience. D'autres questions de parents, ça va être sur le côté sur les courts séjours. Si mon enfant part 2-3 mois, revient, comment ça se passe le retour? Parce qu'au niveau au niveau linguistique, il aura progressé, mais pour autant, il y aura les autres matières qui auront avancé avec ses camarades en classe. Comment garantir aussi qu'il puisse bien poursuivre sa seconde, sa première, sa terminale? En l'occurrence, pour les jeunes qui vont intégrer cette partie scolaire à leur cursus français, pour les jeunes qui vont partir 3 mois en seconde, souvent ils vont partir à la fin de l'année. Donc en fait, c'est comme s'ils partaient un petit peu plus longtemps en grandes vacances et puis le retour en première, il faut se remettre dans le rythme évidemment. Mais justement, en ayant passé du temps à l'étranger, les jeunes sont souvent quand même plus sereins, plus matures pour appréhender la suite. Ils ont vécu quand même quelque chose qui peut être plus ou moins assez dur hein, les premières semaines quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, dans un lycée qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas non plus, de revenir un peu en France avec énormément d'acquis, que ce soit scolaire ou personnel. Souvent, les jeunes reprennent ce rythme assez facilement, de la même manière en fait qu'ils l'ont pris à l'étranger en fait. Sachant, comme dit Juliane, c'est vraiment le avril, mai, juin, notamment de seconde, qui va être le plus propice. Généralement, ils n'ont aucune difficulté Ouais, tout à fait. à louper ces 3 mois. Autre question par rapport à le fait de prévenir l'établissement. On est d'accord que là, il y a une question de parents. Est-ce qu'il est déjà trop tard pour s'inscrire pour l'année 2025-2026 ou vous pensez qu'il est encore faisable que l'enfant de la personne puisse prétendre à un stage, un séjour linguistique à l'étranger? Et autre question qui va dans le même sens, à quel moment faut-il prévenir le lycée pour un trimestre en seconde ou même toute la seconde à l'étranger? À quel moment c'est le plus propice?
Alors, il est encore temps, mais il faut se presser parce que généralement, c'est jusqu'à mi-mai. Là, les fins des inscriptions, notamment pour partir en septembre, on commence quand même à être sur la fin des inscriptions dans beaucoup de pays. Mais il est encore temps sur certaines destinations, donc jusqu'à mi-mai, c'est encore possible à peu près. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office et des organismes de l'Office. Voilà, et sur la deuxième question, il y a tout le temps pour l'année prochaine, là, un futur séjour de 3 mois, par exemple, ou un séjour linguistique. Mais pour le départ en septembre, il faut pas traîner. Et D'accord. pour la partie prévenir son établissement scolaire, si jamais votre jeune, par exemple, il finit sa troisième et vous envisagez un départ du coup pour avril 2026, dès que vous entamez les inscriptions au lycée, qui vont se faire globalement vers le mois d'avril-mai, n'hésitez pas à commencer un peu à tâter le terrain, voir un peu la faisabilité du projet, si c'est un lycée qui peut accepter potentiellement que votre enfant parte pendant la scolarité. Donc, demander un petit coup de téléphone, même demander si ça a déjà été fait dans une classe, c'est souvent le cas. Franchement, on a quand même de plus en plus de lycées qui sont ouverts à la question. Donc, posez la question, soit au CPE des secondes ou directement chez l'établissement. Il pourra vous répondre et au moins vous serez fixé sur la faisabilité du projet, quand le faire, quand commencer, sachant que c'est des programmes qui se préparent dans l'idéal 1 an à l'avance, voire 1 an et demi à l'avance. Les last minutes peuvent évidemment fonctionner, mais dès qu'on veut l'intégrer à une scolarité, n'hésitez pas à en parler déjà à votre école, à votre lycée français. Il y a aussi des questions sur le post-bac. Si mon enfant souhaite partir donc après l'obtention de son bac, comment se passe son retour aussi sur Parcoursup? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à ce sujet? Oui, là-dessus, alors je pense que c'est un point qu'on abordera pendant la présentation, mais en effet, une grosse partie des étudiants qui partent sur ce qu'on appelle des gap years ou des années de césure, à l'étranger sont des étudiants post-bac qui partent une fois le bac en poche pendant une année ou un semestre complet à l'étranger, qui par la suite à leur retour, réintègrent un établissement scolaire, français pour la poursuite de leurs, études. Parcoursup fait partie de ce programme-là, avec la possibilité notamment de pouvoir sélectionner année de césure dans vos vœux Parcoursup, qui vous permet à votre retour de pouvoir à nouveau émettre vos vœux pour l'année qui suivra votre retour de l'étranger. On revient avant le bac. On a une question sur je suis parent d'élèves de terminale. Quelle est pour vous la meilleure période pour partir à l'étranger sans perdre trop de retard sur l'année, sachant que mon enfant a le bac à la fin de l'année? Tout va dépendre, est-ce qu'on envisage un départ pendant l'année terminale ou alors juste après? Et tout va dépendre de la durée aussi du séjour. Si on part sur un séjour de longue durée, on va être sur du post-bac. Si on part sur des séjours de courte durée, séjours linguistiques pendant l'été notamment ou, pendant, quelques mois, là, on sera plus en effet sur avant les examens du baccalauréat. Bah, déjà pour se mettre toutes ses chances de son côté pour réussir le diplôme et d'avoir justement le plus haut niveau, en anglais, nécessaire pour atteindre certaines écoles. Mais pour on va tout ce qui va être séjour de très longue durée, en général, on part très souvent avec, une fois le bagage déjà, acquis, le premier bagage très souvent, bah, c'est le baccalauréat. OK. Et alors une question toute simple, mais est-ce que c'est bien ouvert aussi au bac professionnel? Parce qu'on parle souvent de bac général et technologique. Est-ce que ça a ouvert à tout type de, diplôme? Oui, absolument. Tout type de bac, tout type d'établissement scolaire. Du moment qu'il y a une scolarité en France qui est quand même maintenue sur les 2, 3 dernières années avant de partir, c'est le principal. Alors, on va aller maintenant sur les séjours linguistiques. Thibaut, je te Oui, laisse la parole. oui, merci. Sur les séjours linguistiques, évidemment, ils peuvent prendre plusieurs formes en fonction de vos objectifs, ce qu'on disait, de l'âge, de votre budget, bien évidemment. On va parler généralement on va suivre un peu la chronologie en termes d'âge de votre enfant. Donc, les premiers séjours linguistiques
qui sont plutôt, là encore, il n'y a pas de règle, mais qui sont plutôt des séjours linguistiques en groupe. Donc c'est une première différenciation entre des séjours en groupe ou des séjours en immersion individuelle. Les séjours en groupe, on peut avoir plusieurs francophones, donc ça va permettre aux jeunes, c'est pour un premier séjour linguistique, de lui donner envie de partir et de repartir, donc dans un cadre un peu plus rassurant dans le sens où il a d'autres francophones autour de lui. Rien n'empêche néanmoins d'avoir un hébergement en famille d'accueil où là il va être immergé dans la culture locale. Là encore, le choix d'avoir un ou deux francophones est laissé libre pour vous en tant que parents. Donc ça va être voilà, des premiers séjours linguistiques en groupe, et dès lors qu'on avance soit en termes de maturité ou en âge, on va peut-être rechercher un petit peu plus d'impact. Et donc là, on va aller plutôt sur des séjours linguistiques en immersion et qui vont prendre là encore plusieurs formes, aussi bien sur l'hébergement qui peut être en famille d'accueil, mais qui peut aussi être en campus, en résidence, et ce qu'on appelle aussi les summer camps, où ils sont immergés avec des multinationalités, donc avec d'autres jeunes, mais qui peuvent être aussi d'autres pays, ou aussi des jeunes locaux. Et autour de ces séjours linguistiques, on va ajouter des thématiques différentes, qui peuvent être des thématiques avec du sport. Là encore, on insiste souvent que c'est bien de relier ce qu'aime votre enfant. Donc, s'il a un sport, s'il a un hobby, etc., on peut aller là-dessus parce qu'il prendra sans doute beaucoup plus de plaisir à parler une langue étrangère s'il pratique aussi une de ses passions à l'étranger. Donc, on peut vraiment ajouter tout un contenu entre du sport, des visites culturelles, des excursions. Là encore, il y a un choix qui est très large sur l'ensemble des organismes de l'Office. Et ça, c'est à affiner aussi en fonction de ce que vous recherchez. Mais si on peut vraiment discerner, on va vraiment partir des séjours groupes dans un premier temps et après des séjours en immersion dans un second temps. On parlait des programmes scolaires de longue durée. Là, ça intervient au niveau du collège-lycée, donc peut-être sur des 14-18 ans. Là, ça vient vraiment valider un impact culturel et linguistique qui est beaucoup plus fort. Donc, on a vraiment différents types de séjours linguistiques et une grande variété de formules. Et là encore, ça dépend de vos besoins, de ce que vous recherchez en termes d'impact. Et bien sûr aussi, on parle aussi du budget, mais c'est important. Donc, il faut l'affiner lors de votre recherche. Je vais laisser Mahmoud qui va peut-être parler des séjours en école de langue, qui là encore sont des séjours linguistiques, mais qui sont directement en école de langue. Oui, merci Thibaut. Donc en effet, les programmes sur école de langue, donc alors c'est quoi et c'est pour qui? C'est quoi? Ça va être la possibilité de partir étudier dans une école internationale dans donc différents pays à travers le monde. Ça peut être États-Unis, Canada, Angleterre, Irlande, Écosse, etc. Où vous allez partir vraiment pour vous perfectionner en langue uniquement avec d'autres étudiants internationaux venant du monde entier. Donc vous partez sur des séjours qui peuvent être de très courte durée, hein, 2-3 semaines, 1 mois, mais également, ce qu'on disait tout à l'heure, des séjours de longue durée, 3 mois, 6 mois, donc un semestre ou une année d'études à l'étranger, 9 mois d'études, ce qu'on appelle année de césure ou gap year, où vous allez sur place partir pour avoir donc des cours d'anglais, uniquement, exclusivement des cours d'anglais tous les jours, du lundi au vendredi, dans des classes d'environ 15 à 16 apprenants, et dans ces 15 à 16, en général, vous êtes peut-être 2 à 3 francophones par classe, mais tout le reste, ça va être d'autres étudiants qui viennent du monde entier, qui, comme vous, viennent pour se perfectionner en langue pendant la durée de ce séjour. Donc, on va avoir des cours avec différentes intensités. On va avoir des programmes assez intensifs avec énormément de cours pendant la journée, d'autres beaucoup plus modérés avec uniquement des demi-journées, 3 heures de cours par jour ou 4 heures de cours par jour. Mais le but, il est simple, il est vraiment de partir pendant la durée que vous souhaitez pour vous perfectionner en langue sur un séjour de courte durée, mais sur un séjour de longue durée. Le but, il est simple, devenir bilingue pour ce que l'enfant souhaite faire par la suite, que ce soit rester dans le pays d'accueil pour pouvoir poursuivre ses études
Dans un premier temps, oui, mais également, s'il a le souhait plus tard, de faire, un métier où on va lui demander justement d'avoir un bon niveau de langue ou des études supérieures, où on va lui demander d'avoir un bon niveau de langue ou même d'intégrer une école où un niveau est requis, ça va être là le but de rechercher quand on part sur, une année, césure. On avait une question justement tout à l'heure concernant, l'âge et le meilleur moment, pour partir sur des séjours de longue durée. Très souvent, c'est ça, c'est juste après le bac. Donc là-dessus, vous allez avoir des programmes, vous allez aussi bien avoir des cours, des activités proposées, sportives, culturelles, ludiques, et revenir à la fin de votre cursus avec un certificat qui attestera de votre niveau européen en langue, les niveaux notamment quand on parle de l'anglais B1, B2, C1, C2 qui vous serviront pour la suite. Et c'est pour qui? Alors pour les séjours de courte durée, ça va vraiment être, le côté découverte culturelle d'un nouveau pays, tout en apprenant une langue, une sorte de vacances intelligentes en quelque sorte. Et pour les séjours de très longue durée, notamment quand on parle de gap year, de césure, donc 6 ou 9 mois d'études à l'étranger, ça va être pour 2 types d'étudiants. Ça va être l'étudiant qui sait exactement ce qu'il veut faire, mais qui malheureusement n'a pas encore le niveau nécessaire, notamment d'un point de vue linguistique pour intégrer les écoles qu'il souhaite parce qu'un niveau est requis et malheureusement aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Il part donc pendant 1 an ou un semestre pour se perfectionner en langue, devenir bilingue et à son retour, il peut intégrer les écoles ciblées. Ou alors, et c'est très souvent le cas, pour l'étudiant qui ne sait pas quoi faire. L'étudiant, et ça arrive très souvent, on a beaucoup de cas comme ça, des étudiants qui sont en terminale, qui passent le bac à la fin de l'année, mais qui ne savent clairement pas quoi faire comme choix sur Parcoursup, quoi faire l'année prochaine, etc. Et plutôt que de partir sur une formation un peu par défaut et au bout de quelques mois, parfois, abandonner sa scolarité et faire un drop-out, ça va être de partir justement à l'étranger pour vivre une expérience, internationale, étudier et vivre dans, le pays qu'il souhaite, devenir bilingue parce qu'on sait que ça lui servira toute sa vie, et que c'est fait, on n'en parle plus et puis, bah, aussi, prendre ce temps pour mûrir et réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire par la suite. Parce que là, prendre une décision maintenant, c'est un peu, trop tôt et on est souvent pas prêt. Donc ça va être, voilà, le profil d'étudiant, en tout cas, qui va être ciblé sur ces, programmes-là en école de langue et ça, c'est des séjours qui sont accessibles à partir, alors très jeunes pour les séjours de courte durée, pour les séjours de longue durée, là, on va être, à partir de 15 ans. Est-ce que vous préconisez Heu, plutôt en post-bac une immersion courte ou beaucoup plus longue pour le coup, pour avoir un réel bénéfice? Tout dépend du niveau de l'étudiant à son départ, mais c'est sûr que si on veut, revenir avec un excellent niveau et être bilingue, forcément on devra partir sur un séjour de longue durée. Mais qui veut dire séjour de longue durée, veut dire que du coup on met en stand-by, on est vraiment sur une césure entre, le passage du bac et le début des études supérieures. C'est une année où on va vraiment consacrer cette année exclusivement à l'apprentissage des langues. On n'aura pas de cours type, mathématiques, algèbre et cetera. Pas du tout. Là-dessus, on est vraiment sur de l'anglais, uniquement. Il y a la possibilité d'avoir des cours en complément avec, le lycée français en ligne, le CNED et cetera, en complément, notamment pour garder, les pieds sur, le les matières, générales qu'il va suivre par la suite. Mais là-dessus, on est vraiment sur une année où il va uniquement, exclusivement apprendre l'anglais. Par contre, quand on est sur des séjours de courte durée, là, pour le coup, c'est cumulable avec une scolarité en France et partir pendant les vacances scolaires sur 2, 3 semaines. C'est faisable. Et justement sur un séjour court, est-ce que si, je pars en septembre, je fais 6 semaines par exemple à l'étranger et que je reviens et que l'année scolaire a déjà commencé au niveau de mes études supérieures, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà faites ou pas? Ça, pour le coup, ça va dépendre de l'autorisation que vous avez de la part de votre établissement. C'est lui qui va pouvoir vous accorder, cette, «pause» entre guillemets de 6 semaines. Donc ça, c'est à voir auprès du chef d'établissement pour avoir le feu vert afin de pouvoir partir, 6 semaines, notamment en septembre et rater une partie du début d'année scolaire pour, reprendre en chemin. Là-dessus, nous, on n'est pas maître à ce niveau-là. Techniquement, c'est possible avec nous de partir en septembre 6 semaines, ça oui. Par contre, vous devez avoir l'autorisation, au préalable. D'accord. Là, tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, on avait fait un focus sur les pays, principaux dans lesquels, il y avait des séjours linguistiques. Est-ce qu'on a des questions aussi à propos de l'Inde ou de l'Asie? Est-ce que c'est des pays avec lesquels vous travaillez ou pas sur du post-bac?
vais laisser peut-être d'autres personnes répondre parce que ça va dépendre des organismes. Si on parle de Kaplan, on va être spécialisé uniquement sur les pays anglophones, Canada, Angleterre, États-Unis, Irlande, etc. Mais il me semble que vous avez d'autres de mes confrères qui proposent des séjours là pour le coup sur d'autres langues et d'autres pays pour la même durée, même type de programme. Ouais. Tout à l'heure, on a mis le Japon. Enfin, il y a quand même, il y a vraiment de plus en plus de jeunes par rapport à l'Asie. En tout cas, le Japon est vraiment une destination avec qui, enfin, la France a beaucoup d'échanges avec le Japon, si jamais. Enfin, ouais, c'était juste- Ces destinations sont présentes, hein, donc et là encore, on va pas parler que de l'anglophone parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'interculturel et le fait que même si vous allez comme on a l'exemple sur l'Inde, ils parleront aussi l'anglais là-bas et donc on va surtout parler sur l'expérience interculturelle sur place. Donc voilà, il faut encore regarder avec les organismes côté de l'office et les destinations proposées, notamment dans le filtre des destinations. Oui, donc effectivement, j'ai eu l'occasion au moment de mes études de partir 3 mois à Édimbourg, donc avec l'organisme Kaplan, où j'ai pu donc apprendre l'anglais. J'ai vu quelques questions dans le chat, donc j'étais partie d'un niveau à peu près B1 et je suis ressortie avec un niveau C1 certifié. Donc en fait, c'était mon école qui m'avait, enfin c'était dans l'obligation de mon cursus de deuxième année où je partais pendant 3 mois. Et c'est vrai qu'au début, j'étais arrivée en me disant, bon, bah, je sais pas trop ce que c'est, je vais juste avoir cours d'anglais pendant 3 mois. Au final, ça m'a permis de faire énormément de rencontres, de progresser énormément. J'en ai profité pour passer un certificat, donc Cambridge, entre autres, mais il y en a plein d'autres. Il y avait énormément de profils différents. C'est ce qui m'a donné envie de passer cet examen, parce que je voyais, enfin, bon, il y avait des personnes qui étaient assez jeunes. Donc, moi, le plus jeune que j'avais eu, c'était 16 ans, enfin, qui était dans ma classe en tout cas. Et après, ça allait jusqu'à des personnes à la retraite. Donc, c'était très intéressant de rencontrer autant de personnes d'âges différents, de nationalités différentes. Ça m'a énormément appris sur les cultures. Et, euh, et voilà, donc j'ai pu progresser en anglais, en l'occurrence, je sais que c'était à Édimbourg. Est-ce que tu peux témoigner de ce que ça t'a apporté personnellement? Enfin, tu sais, par rapport justement à ta personnalité, la connaissance de toi, la gestion du stress, la gestion de la relation à l'autre. Est-ce que tu peux Mhm. témoigner un petit peu sur cette partie-là? Oui, alors moi, j'avais énormément de problèmes de timidité. Bon, c'est toujours un peu un problème, mais c'est vrai qu'au début, quand on est immergé dans un pays donc, où on connaît personne, bah, c'était une super expérience parce que en fait, les gens sont très accueillants. Donc, on se sent très vite, enfin, on se sent accueilli, on a envie de s'intégrer. Moi, j'étais avec Kaplan, j'avais pris la formule en étant en famille d'accueil. Donc, j'ai pu aussi parler anglais quand j'étais à la maison avec une personne qui m'a tout à fait accueillie, qui avait sa famille sur place, mais pas chez elle. Et du coup, j'ai pu vraiment rencontrer des locaux en plus des personnes étrangères qui étaient présentes dans l'école. Donc je dirais que oui, au niveau social, ça m'a permis de pouvoir m'adapter dans plusieurs autres situations. C'est vrai qu'au niveau du stress, parce que c'est quand même stressant de partir dans le pays étranger, en fait, avant j'étais stressée et en fait sur le coup, quand j'y suis allée, d'un coup ça allait, enfin je sais pas, j'ai mon interrupteur de stress qui s'est éteint, donc ça s'est super bien passé et je pense que voilà, chacun vit son truc différemment, mais ça peut paraître stressant, mais sur le coup, c'est une expérience vraiment super valuable. Le chat, n'est-il pas tentant de parler français avec d'autres jeunes? C'est vrai que c'est tentant. Moi, bah, il y avait d'autres Français. J'avoue que en général, j'évitais les Français. Mais après, dans toutes les nationalités, on avait tous tendance à toujours aller vers des personnes de même nationalité pour se faire de nouveaux potes enfin, dans toutes les régions de notre pays. Mais en fait, il y avait tellement de monde
Et moi, dans ma classe, j'étais la seule française. Donc dans tous les cas, c'est tentant de parler français de temps en temps. Mais vu que en plus j'étais en logement chez l'habitant, j'ai pas tant parlé français que ça. Enfin, je parlais français. Et il y a des fois où on a envie de parler français parce qu'au bout de 3 mois, ça devient long. Mais, euh, mais, euh, mais on apprend dans tous les cas à parler anglais. Et j'ai vu, alors j'y suis partie à 20 ans, donc j'étais en deuxième année d'études. Ok. Et j'étais hébergée en famille d'accueil. Euh, voilà, je ne sais pas si, s'il y a d'autres questions pour moi. À quel moment, Marion, es-tu partie, justement, à quelle période? Je suis partie 3 mois d'avril à juin. Alors moi, je vais vous dire en effet un petit mot sur un programme très intéressant qui est le programme Au Pair. Ce programme qui est assez connu, il va s'adresser plus, enfin vraiment au post-bac. Donc c'est à partir de 18 ans. Et donc c'est un programme qui va permettre aux jeunes filles, aux jeunes garçons français de partir vivre à l'étranger en immersion dans une famille tout en travaillant et en fait en ayant un job et en gardant des enfants au quotidien. Ça va être leur travail et leur responsabilité. Donc comme je disais, pour l'âge, c'est de 18 à peu près 26 ans. Ça dépend un petit peu des organismes et des formules. C'est un programme qui est très intéressant parce qu'il est aussi très flexible. On va s'adapter à chacun, à ce que chaque jeune souhaite. Donc il y a beaucoup de programmes au pair dans les pays anglophones. C'est ce qui se fait le plus, je pense notamment aux États-Unis où il y a beaucoup de demandes. Ça se fait aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Il y a différents types de programmes au pair. Il y en a qu'on appelle les programmes au pair et d'autres demi-pair. Donc on va être très flexible sur la durée pour partir. Ça commence à 3-4 mois, les premiers séjours, jusqu'à 1 an. Il y a beaucoup de séjours au pair qui sont sur 1 an, où on va s'engager, on va dire, sur toute l'année scolaire, vu qu'il faut garder les enfants. Il y a aussi une possibilité de prolonger. Donc il y a des personnes qui vont prolonger d'une année supplémentaire. Donc on peut faire jusqu'à 2 ans à l'étranger en travaillant. Donc il y a la flexibilité là-dessus. Sur le moment du départ aussi, c'est un programme où on va pouvoir partir tous les mois pendant toute l'année. Ça, c'est intéressant aussi. On va s'adapter aussi sur le nombre d'heures. Il y a des programmes dans lesquels, des formules complètes dans lesquelles on va travailler à temps plein ou l'équivalent de temps plein. On va travailler à peu près 40 heures par semaine. Puis d'autres programmes où il y a un petit peu moins d'heures de travail, ça tourne plus autour de 20 heures. Donc voilà, sur le profil des jeunes, bien entendu, quand on part en tant qu'au pair, il faut être motivé pour partir à l'étranger. Il faut surtout avoir envie de garder des enfants et aimer les enfants, bien sûr, parce que ça va être le cœur du programme. On peut tout à fait le vivre comme une année, une gap year, là, une année de césure après le bac. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent cette décision-là. Ça permet de partir, de découvrir un pays, d'apprendre une langue, d'être en immersion, de travailler un petit peu à l'étranger, d'être rémunéré aussi. Et puis peut-être de réfléchir, de revenir en étant bilingue et de voir ce qu'on a envie de faire par la suite pour la reprise des études. Donc ça peut tout à fait être envisagé comme ça. Ça se fait beaucoup, mais il faut bien sûr aimer garder des enfants et avoir une petite expérience de garde d'enfants. C'est ce qui va être demandé pour s'inscrire au programme. Il y a quelques petits critères. Je vous disais, c'est post-bac, donc il faut avoir le bac, au diplôme, avoir validé à la fin du secondaire en tout cas. Donc c'est à partir de 18 ans. Il faut avoir le permis de conduire pour la plupart des pays. Je pense aux États-Unis qui est très demandé, où il faut le permis de conduire pour pouvoir, voilà, on va beaucoup dans son quotidien chercher les enfants à l'école, les ramener à la maison, les amener à leurs activités, etc. Donc ça, c'est un petit peu les critères pour postuler à ce programme au pair. Et puis, vous aurez peut-être des questions, mais en quelques mots, c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il est très très complet. Tout à l'heure, avec les séjours pour les lycéens, on parlait d'immersion. Là, on va avoir à la fois l'immersion linguistique, bien sûr, parce qu'on est au quotidien dans un pays sans voir d'autres Français. On est vraiment seul au sein d'une famille. On va vivre chez la famille pour laquelle on garde les enfants. Donc, au quotidien, il va y avoir l'immersion totale linguistique. Donc, on va apprendre et progresser dans la langue, en général l'anglais, très très vite. Il y a aussi l'immersion culturelle qui est intéressante, au même titre que les séjours scolaires de longue durée dont on a parlé plus tôt, parce que là, on va vivre vraiment avec cette famille australienne, néo-zélandaise ou américaine ou autre, hein, il y a d'autres destinations. Donc voilà, on va vivre le quotidien, les repas, les fêtes de famille, tout ce qui peut se passer au quotidien au sein d'une famille. Et
c'est encore plus le cas quand on travaille avec des enfants, parce que voilà, à travers les enfants et en langue et au niveau de la culture, on va apprendre très très vite et progresser. Donc c'est pour ça que c'est un programme qui est très chouette. Ça, c'est un des avantages. L'avantage, c'est qu'on va avoir aussi une expérience, on va dire, professionnelle. Ça reste un job, mais on a un contrat de travail avec la famille. On signe une sorte de contrat. On a bien sûr des engagements et on va pouvoir valoriser cette expérience à l'international au retour en France. Ça, c'est très intéressant. C'est aussi une formule qui est intéressante financièrement, parce que c'est des programmes qui sont pas très chers et on va être en plus de ça rémunéré sur place. Il y a une rémunération, donc la famille va verser, en plus de loger et de nourrir le jeune, elle va verser chaque semaine voilà, un montant pour le travail fourni. Donc le contrat est fait avec la famille. Ce qui est bien aussi au niveau de la flexibilité, c'est que c'est le jeune Français qui va choisir un petit peu en fonction des offres qu'il a, la famille, chez qui il veut aller. Donc on remplit un petit dossier, puis ensuite la famille va dire voilà, j'aimerais bien accueillir cette jeune Française par exemple, et la jeune Française, comme quand on postule à un travail, va pouvoir dire voilà, ben, moi ça m'intéresse ou non. Donc flexibilité là-dessus aussi, mais voilà, c'est un programme très riche, très, très complet, parce qu'on va à la fois travailler, être rémunéré, vivre et découvrir la culture de ce pays-là. C'est très encadré, peu importe le pays dans lequel les jeunes partent. Bien sûr, nous, tous les organismes de l'Office, on travaille avec des organismes dans les pays qui vont encadrer, vérifier les familles, bien évidemment, avant de faire les placements des jeunes dans les familles. Et il va y avoir, très important aussi, un suivi. Comme tous les programmes, c'est un programme de longue durée qui peut être un petit peu dur au début. On a besoin de s'adapter et là, on garde des enfants, donc on va avoir besoin de soutien, de conseils et d'aide, peut-être d'un petit peu de formation à l'arrivée. Donc tout ça est très bien pris en charge par les organismes. Souvent, il y a des petites formations qui sont faites à l'arrivée. Je pense aux États-Unis, souvent on est formé sur une petite semaine à New York, ce qui est pas négligeable, qui est très sympathique et qui est compris dans le prix des séjours. Et puis, on va aussi avoir des cours d'anglais qui sont intégrés dans le programme et on va pouvoir aller dans sa ville ou dans l'université locale, en plus de la garde d'enfants, sur notre temps libre, prendre quelques cours. Et donc, il y a vraiment une composante de formation dans cette expérience au pair. Alors, il y a des premières questions qui Oui. arrivent justement. Est-ce que le travail est uniquement la garde d'enfants ou bien d'autres modes de garde, personnes âgées, animaux, maisons? Non, là, c'est vraiment que de la garde d'enfants. Donc, c'est de la garde d'enfants, du bébé jusqu'à des adolescents. Donc, il y a des âges selon les programmes, mais on peut garder des bébés jusqu'à des adolescents. Ça dépend de ce qu'on nous propose et de ce qu'on va accepter. Mais on ne va pas garder, il n'y a pas de personnes âgées ou autres. Après, forcément, il y a des petites tâches du quotidien pour les enfants qu'on va être amenés à faire, comme des courses, ce genre de choses, mais c'est toujours lié à la garde d'enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de l'expérience validée, même si c'est des heures de babysitting, hein. Il y a des organismes, enfin ça dépend le pays, mais qui demandent un certain nombre d'heures. D'autres, c'est un nombre d'heures très raisonnable et qu'on peut très vite atteindre en faisant un petit peu de babysitting en France, très facilement. Est-ce qu'il y a une rémunération minimale pour les jeunes filles, enfin les enfants Oui, au pair? tout à fait. Oui, oui, dans chaque pays, il y en a une. Alors, je ne les connais pas toutes et ça va dépendre des pays. Je pense aux États-Unis, comme ça, pour vous donner une petite idée, c'est quand même un pays sur le programme au pair qui est très demandé. Et ça tourne, c'est à peu près $200 le minimum, hein. Les familles peuvent décider de donner plus ou proposer plus, mais le minimum, c'est 195 et quelques dollars par semaine. Voilà, à savoir qu'on est logé, nourri, donc ça laisse toute la possibilité aux au pairs d'utiliser cet argent pour leur sortie. Et bien sûr, du temps libre, 2 jours consécutifs, équivalent au week-end, des vacances, donc ils peuvent profiter de cette rémunération pour les activités extérieures. Et si je reprends, donc quand les enfants, enfin les élèves arrivent pour être au pair, vous les rassemblez à New York ou ailleurs. Et est-ce que pendant leur année, ils ont d'autres temps comme ça, ils se retrouvent pour échanger un petit peu, voir avec vous justement sur le suivi de leur séjour? Ouais. Ouais, ouais, effectivement, le suivi, je suis passée dessus très, très vite, mais ça va être un suivi qui est très régulier. Donc il y a toujours un référent local dans le pays qui est proche du jeune au pair et qui va le rencontrer et qui va faire un suivi en général mensuel. Et donc, il va y avoir vraiment des rencontres. Tous les mois, on va rencontrer son représentant parce qu'on a besoin d'échanger, de débriefer, de discuter des situations du quotidien qui se présentent à nous avec les enfants. Donc, ça va être vraiment très régulier pendant tout le séjour, que ce soit un séjour de 3 mois ou 2 ans si on prolonge. On va être suivi mensuellement par l'organisme dans le pays. Donc, si on a des questions et des petits doutes ou des petites difficultés, on va nous
aider voilà, à débloquer tout ça. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'on va rencontrer plein d'autres jeunes filles ou jeunes garçons du monde entier. On fait tous la même chose. Si on habite je pense aux États-Unis, on habite près de Chicago, on va rencontrer des jeunes qui vivent la même expérience que nous, qui viennent du monde entier. Donc tout de suite, les étudiants ont un réseau. Ils ne sont pas tout seuls, même s'ils connaissent personne dans le pays. Ils vont tout de suite, dès le premier mois, rencontrer d'autres jeunes de leur âge qui viennent vivre la même expérience. Donc on a vite des amis et ça, c'est très appréciable pour eux. Et j'imagine que tout ça, enfin, le contrat qui lie le jeune à la famille, il y a des horaires de travail, des vacances aussi. Bien sûr, ouais, tout ça est très cadré. Ils se mettent d'accord ensemble, alors que selon le pays, il y a des règles précises, comme là de rémunération en termes de nombre d'heures. Donc bien sûr, et la famille et le jeune doivent respecter ça. Après, sur le détail, ils vont se mettre ensemble d'accord au moment de signer le contrat. Donc parfois, la famille va demander du temps plutôt en soirée, parfois ça va être l'après-midi. Certaines familles vont plutôt préférer du temps sur le week-end. Voilà, ça va dépendre des demandes des familles. Et le contrat sera rédigé en ce sens. Donc bien sûr, l'étudiant sait très précisément ce qui est attendu de lui sur la semaine. Justement, on va continuer avec Sarah sur les échanges justement internationaux. Oui, alors là, du coup, on change complètement de type de programme. On repasse à un programme vraiment pour les plus jeunes. Donc, bien avant le bac, le programme que nous, on appelle échange, c'est un programme aussi très intéressant parce que le principe de ce programme, ça va être l'échange réciproque. Donc, ça va s'adresser à tous les jeunes de la fin de collège jusqu'à la fin, enfin de la fin de troisième à peu près, jusqu'à la fin de terminale, donc sur toute la période lycée. Et là, on va partir à l'étranger. Ça correspond un petit peu à ce qu'on vous a expliqué au tout début de la présentation. Partir à l'étranger en cours de cursus scolaire pour vivre en immersion dans une famille. Donc, je ne vais pas vous redire tout ça parce que le principe est vraiment le même. Par contre, ce qui va être différent là, c'est qu'on va aller chez un correspondant. Ça correspond un petit peu à ce qui se fait en général dans les collèges et lycées. Quand on part, on a un correspondant étranger. Souvent, ça se fait sur une semaine ou deux. Et ben là, nous, nos organismes vont le proposer sur la durée un petit peu plus longue. Ça peut se faire sur quelques semaines, voire 2 mois, voire 3 mois. Donc, on peut aussi choisir le pays dans lequel on veut partir. Et en fait, nos organismes vont mettre en relation avec un correspondant, donc du même âge, qui a la même envie et la même motivation de vivre cette expérience-là. Donc après, tout le reste s'applique, bien sûr, on verra pas forcément d'autres Français, on va être en immersion totale dans le pays parce que dans la famille de ce correspondant-là, on va être scolarisé dans son collège ou dans son lycée. On va aller à l'école avec lui au quotidien. Donc voilà, tous les apports là, personnels et scolaires dont on a parlé avant. Vont être exactement les mêmes, donc beaucoup de bénéfices. Ce qui est intéressant, je pense particulièrement pour les parents dans cette formule-là, c'est que c'est très, très rassurant pour tout le monde. C'est un programme qui fonctionne très bien parce que c'est rassurant pour les jeunes d'avoir un correspondant. Souvent, c'est une petite inquiétude de se dire, voilà, je connais personne, je vais pas avoir de frère ou de sœur forcément, parce que quand on part, on ne sait pas forcément s'il y a d'autres enfants, pas toujours le cas en tout cas dans les familles. Là, on a la garantie dans ce programme-là, vu que c'est réciproque, d'avoir un jeune de notre tranche d'âge dans la famille, quelqu'un qui a la même envie que nous. Donc souvent, c'est un programme qui fonctionne très, très bien parce que les jeunes vont avoir la même motivation, ils sont ravis de se retrouver. On n'est pas tout seul au lycée, on a déjà notre correspondant qui a des copains, des copines qui nous intègrent plus facilement dans la vie quotidienne du lycée, dans ses activités auprès de ses amis. Donc en ça, c'est très intéressant. C'est des programmes aussi pour les jeunes qui ne sont pas prêts à se lancer sur la longue durée. C'est un programme qui marche très bien auprès des plus jeunes. Quand on a 13-14 ans, si on se sent prêt à partir, ça peut être une très bonne formule de partir quelques semaines ou 2 mois ou 3 mois sur une durée un petit peu plus courte. Et c'est rassurant aussi pour les parents. Parce que souvent, on peut avoir, on comprend l'inquiétude de se dire, voilà, mon enfant va être accueilli par des gens que je ne connais pas. Et là, le fait pour les familles de se dire, mon enfant va aller chez quelqu'un et moi, en retour, avant ou après, peu importe, je vais accueillir chez moi le correspondant. Donc voilà, ça rassure aussi les familles de se dire que chacun va faire le maximum pour que l'enfant soit le mieux reçu possible. Bien sûr, on prend toujours soin de lui, mais là, on va utiliser ce temps pour vraiment passer du temps de qualité avec l'enfant parce qu'ensuite, on sait qu'il va être accueilli chez l'autre famille. Donc voilà, c'est la particularité de ce programme qui est réciproque. Donc c'est filles et garçons de 13 à 18 ans et puis dans différents pays. Il y a pas mal de formules dans différents pays.
Peut-être juste une chose que j'ai oublié de dire, ce que les organismes essayent de faire sur ce programme-là, c'est pour ça que ça se passe aussi souvent vraiment très très bien ce programme, c'est que bon, faut qu'il y ait faut qu'il y ait le même nombre de demandes de chaque côté, hein, le même nombre de Français que de Canadiens, Australiens ou autres. Et en fait, on va vraiment étudier les dossiers, on demande des dossiers assez complets et on va essayer de placer les jeunes dans une famille qui va leur ressembler ou leur correspondre. Donc les organismes vont vraiment tenir compte soit du mode de vie de la famille, soit vraiment des hobbies des jeunes. Donc souvent les jeunes vont avoir des atomes crochus ou des choses qu'ils partagent. Donc c'est très facile de se lier d'amitié parce qu'on va avoir un correspondant. Voilà, si je suis une fille de 16 ans, je vais avoir une fille de 16 ans qui peut-être aime la danse comme moi parce que les partenaires font très attention à ça. Donc en général, ça fonctionne très bien, l'entente est très bonne entre les correspondants. Alors, combien de temps? Ils partent 1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est à définir avec votre organisme? Ça dépend, il y a plusieurs organismes qui le proposent, ça va dépendre des organismes, chacun va un petit peu proposer sa formule, ça dépend des pays, mais c'est assez flexible, hein, ça commence de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, peut-être même que ça peut se faire sur un peu plus longtemps, mais vraiment en fonction de ce que la famille et le jeune a envie de faire, c'est assez flexible, de Et quelques pour semaines à le quelques mois. Et pour le coup, à partir du moment où je mets mon enfant dans ce programme, lorsque je reçois le jeune, c'est à moi de prévenir le lycée ou le collège qui l'accueille. Comment ça Oui. se passe justement sur l'accueil Oui, oui, du oui, tout à fait. correspondant? Comme on le disait tout à l'heure, pour n'importe quel séjour, hein, quand vous avez un projet comme celui-ci, vous allez prendre contact avec le chef d'établissement pour parler du projet de votre enfant, le définir ensemble, vous mettre d'accord. Là, ça va être vraiment la même chose, sauf que bien sûr, il y a la petite composante supplémentaire qui est, voilà, vous acceptez, chef d'établissement, que mon enfant parte, on va dire 2 mois au Canada, et en retour, vous allez recevoir le correspondant canadien. Donc bien sûr, il y a des durées il y a des dates qui sont fixées à l'avance selon le programme. Donc, les organismes vous fournissent une petite présentation complète en général du programme avec les dates, le fonctionnement. Comme ça, vous pouvez présenter tout ça au chef d'établissement. Il comprend bien le programme. En général, c'est des programmes qui vont être très intéressants pour les établissements scolaires aussi parce qu'on va avoir le jeune qui revient, qui parle de son expérience et on va aussi recevoir un étranger dans son lycée. Donc ça, c'est toujours bénéfique pour les chefs d'établissement et les professeurs qui ont utilisé l'expérience internationale de ce jeune qui va venir, qui va parler de sa culture, qui va aider en cours d'anglais. Donc en général, c'est quelque chose que les lycées font avec plaisir. Et voilà, il suffit de voir ça avec le chef d'établissement pour se mettre d'accord sur la période. Juste pour redonner l'âge à partir duquel on peut commencer ce type d'échange. Au moins à partir de 13 ans. Peut-être qu'il y a des Mmh. organismes qui font un peu plus jeune. Là, j'ai un petit doute, mais à partir de 13 ans, c'est sûr que c'est possible de faire un échange réciproque pour son enfant. Juste pour préciser, parce que tout à l'heure, il y avait une question sur les jobs, justement. Est-ce qu'il y a des organismes qui aident sur les jobs? Juliane, est-ce que tu as quelque chose à dire justement sur la partie job ou stage? Oui, on peut évidemment accompagner, typiquement sur le principe de visa vacances-travail, en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour les jeunes de 18 ans ou plus, jusqu'à 30 ans globalement. C'est un visa que vous pouvez avoir tout seul de votre côté, mais nous, on met une aide à trouver un emploi, rédiger un CV, s'entraîner pour les entretiens d'embauche, tout ça. Alors, de là à trouver un travail ou à vous trouver un stage en entreprise, c'est un peu plus compliqué. On peut vous donner des pistes, évidemment, hein, et vous accompagner sur le reste, l'hébergement, les cours d'anglais, l'accompagnement, le suivi. Voilà, on va plus travailler sur ça. Et j'ai vu une question passer aussi en termes de stage au lycée, les stages de seconde. Sachez que pour les parents qui nous écoutent, les séjours linguistiques permettent de valider ce stage de seconde. Même s'il n'est pas fait en entreprise, il peut être fait en école de langue. Donc assez intéressant. Et ça, pour le coup, il me semble qu'on le propose tous avec l'Office. Je voulais juste faire une petite précision aussi, parce que peut-être certaines familles qui nous écoutent se demandent pourquoi on ne parle pas de Erasmus, des programmes Erasmus. Il faut savoir que à l'Office, nous avons exclusivement des organisateurs de séjours, et Erasmus est principalement en fait organisé par les écoles et les universités. Et donc, en fait, s'il y a un projet d'Erasmus, on vous conseille, voilà, de contacter directement en fait l'université dans laquelle vous êtes pour voir s'il y a un échange possible. Mais c'est vrai que nous, là, dans les membres de l'Office, il n'y a pas cette possibilité-là. C'est plutôt effectivement les chefs d'établissement et souvent les enseignants qui demandent les bourses au niveau Erasmus pour de la mobilité sur des stages ou sur des mobilités de voyage scolaire. Mais on peut être après, nous, partenaires
pour accueillir des groupes sur place. Donc, notamment sur les stages, c'est possible que les établissements demandent des bourses Erasmus pour faire partir des classes sur des séjours de 2-3 semaines en Angleterre, en Irlande, là pour des placements en stage. Et derrière, voilà, certains organismes peuvent assurer ces stages-là, donc en tant que partenaire des établissements, dès lors qu'ils ont obtenu leur bourse Erasmus+. Pourquoi pas passer justement par un organisme qui va faire être membre de l'Office? Ça va être notamment concernant le suivi et le contrôle que ces membres vont avoir tout au long du suivi de l'étudiant, des contrôles qui ont lieu sur à la fois le suivi et l'accompagnement ici en France, mais également sur la qualité de la prestation qui est proposée à l'étranger. Les organismes choisis et qui font partie justement et qui sont membres pardon, de l'Office sont choisis et triés sur le volet en fonction de la prestation et de la qualité de la prestation qui est proposée aux étudiants et aux parents d'un point de vue éducatif avec les cours et les programmes qui sont proposés, la qualité des logements, de l'accompagnement, du suivi avant, pendant, après le séjour et notre possibilité également, notre capacité à pouvoir répondre à toutes les questions d'un point de vue administratif sur tout ce qui va être justement visa et documents nécessaires pour pouvoir partir étudier à l'étranger. Donc c'est vraiment un gage de qualité qui est extrêmement important et qui vous permet de partir avec un organisme qui est surveillé, contrôlé par une accréditation française, parce que vous avez des accréditations qui sont à l'étranger au sein des établissements. Mais il est très important également de partir avec un organisme qui a une accréditation française, qui contrôle notamment la manière de suivre le projet de vos enfants, de vous accompagner et la qualité de ce qui est proposé sur place. Oui, et puis je rajouterais que c'est vrai que de temps en temps à l'office, nous avons des familles qui nous appellent en direct en disant voilà, moi je vais m'occuper de contacter un lycée directement aux États-Unis, mais je vous appelle parce que par exemple je suis complètement perdue pour obtenir le visa qui correspond bien au projet de mon jeune. Et c'est vrai que à ce moment-là, nous à chaque fois on recommande de passer par un organisateur professionnel parce que bah, vous êtes là justement pour aider dans toutes ces démarches. Et puis, si jamais il y a un problème avec le lycée ou la famille pendant le séjour, forcément, vous avez un numéro d'urgence, aussi bien le jeune qui est sur place que pour la famille, à joindre. Et ça, c'est pas négligeable parce que du coup, s'il y a le moindre souci, vous pouvez être rapidement changé de famille tout dépend, c'est au cas par cas, bien évidemment, mais les organisateurs professionnels sont très réactifs par rapport à ça. Alors que quand vous passez en direct, alors bah là, vous êtes livré à vous-même dans la gestion des différents litiges ou problèmes. Et on sait qu'aujourd'hui, un jeune qui va à l'étranger, dans un autre environnement, les codes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, les codes sociaux, les codes culturels. Et donc, c'est toujours très confort pour les parents de savoir que, et en France et sur place, il y a des partenaires qui peuvent être là et apporter leur soutien aux jeunes. Oui, Ouais. j'ai quelques questions qui arrivent. Alors, parce qu'on a vraiment, merci pour la présentation, vraiment de beaux projets pour nos jeunes. Mais il y a une histoire aussi de coût. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les ordres de grandeur de prix autour justement de vos différentes possibilités? Et une autre question qu'en découle aussi, est-ce qu'il est possible d'avoir des aides à propos de ces projets? Alors, concernant les coûts, ça va varier. Tout dépend, ça va varier en fonction de la durée de votre séjour. Ça va dépendre en fonction de la destination. Les coûts ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Ça va dépendre du mode d'hébergement que vous choisissez. Les prix peuvent aller sur des séjours de 2 semaines pendant l'été aux alentours de entre 1 500 2 000 €, tout compris, cours, hébergement, repas, et cetera, et monter jusqu'à plus de 20 000 € quand on parle vraiment là d'une année complète à l'étranger, entre 15, 20, plus même en fonction de la destination. Mais vraiment, le choix de la destination va aussi avoir un énorme impact au niveau du coût de votre séjour, en fonction du coût de la vie sur place. Une ville comme Londres, par exemple, qui est l'une des villes les plus chères au monde, sera potentiellement plus chère que certaines villes que vous allez retrouver aux États-Unis ou au Canada. Donc là-dessus, c'est vraiment du cas par cas. Donc le mieux, c'est de faire des demandes directement auprès des différents organismes membres de l'Office pour pouvoir avoir vraiment
un prix précis sur le projet que vous souhaitez faire. Moi, ce que j'aurais tendance à... Alors, je reviendrai sur celle-ci après. Ce que j'aurais tendance à partager, c'est que, bien évidemment, que le prix et le coût des différents séjours, des différentes formules dont on vous a parlé aujourd'hui est important, hein, bien évidemment. Juste, ce que je voudrais dire, c'est que le terme, je ne sais pas si, en fait, le terme coût est toujours approprié. Je crois qu'on parle plutôt d'investissement. Je crois que de tels projets, même de courte période, c'est un investissement sur l'avenir pour nos jeunes. Aujourd'hui, scolairement ou même professionnellement, plus on est multicarte, multicompétences, multi-expérience, plus on a des capacités de rebondir aujourd'hui dans le climat actuel. Donc, voilà, c'est vrai que souvent, j'interroge les parents sur est-ce que c'est vraiment un coût ou un investissement. Peut-être qu'on joue sur les mots, mais vraiment, il faut le voir comme ça. Parfois, on investit dans des écoles privées, parfois, on investit voilà, dans des activités extrascolaires. Je crois que toutes les formules qui ont été proposées par les partenaires doivent être vues aussi voilà, comme un investissement sur l'avenir et le développement personnel de votre enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modalités de financement qui existent, d'aides qui peuvent éventuellement venir soutenir ce projet. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller solliciter les organismes dont je vais vous parler. Tout d'abord, le CSE, le comité social d'entreprise de votre entreprise, parfois, si vous êtes salarié, vous êtes peut-être dans des entreprises qui ont des comités. Alors avant, on appelait ça des CE. Maintenant, depuis quelque temps, c'est les CSE. Qui sont vraiment au sein même de vos entreprises et qui négocient des tarifs préférentiels pour leurs employés. Et en fonction donc de votre salaire, de la grille de salaire sur laquelle vous êtes, vous pouvez avoir des réductions assez importantes sur les séjours partenaires, puisque les CSE en général négocient directement avec les organisateurs de séjours linguistiques pour avoir des tarifs spécifiquement pour vous et en fonction de votre salaire. Donc, il faut voilà, pas hésiter à les solliciter. Il y a également des aides départementales et régionales ou même locales avec la mairie. Pareil, vous passez un petit coup de fil, vous regardez sur les sites internet, mais en fonction de l'objectif, la mobilité internationale, même la partie plutôt linguistique, l'apprentissage des langues est souvent aidée. Alors ça dépend des départements et des régions dans lesquelles on est. Donc ça, c'est au cas par cas, mais si vous cherchez mobilité internationale, départ pour les jeunes, vous avez souvent... après, c'est sur des critères, hein, mais il ne faut pas hésiter à les solliciter aussi. Le CPF, c'est le compte personnel de formation que l'on commence à cotiser une fois que l'on travaille. Donc, quand on commence à faire des jobs étudiants ou quand on est même alternant, vous commencez à cotiser pour ce compte personnel de formation. Ça veut dire que sur un site internet qui est dédié, vous voyez la cagnotte que vous gagnez au fur et à mesure que vous travaillez. Il faut avoir travaillé quelques mois quand même. Il y a un minimum à avoir travaillé, mais notamment si vos enfants ont fait de l'alternance, c'est intéressant d'aller regarder si une partie peut être prise en charge. Après, le compte personnel de formation, ça finance souvent des projets qui rentrent dans des critères très précis. Donc, il faut bien regarder voilà, si ça correspond bien. Le séjour la formule est bien dans les critères du compte personnel de formation. Après, plus on avance vers l'âge adulte, la vingtaine, 25, 30 ans, plus, notamment pour les écoles de langue, le CPF peut être utilisé. La CAF, bien sûr, en fonction de votre situation, hein, un personnel professionnel peut aider. Bien sûr, la NCV avec les chèques vacances. Voilà, il y a tout type de... Voilà, tous ces partenaires-là qu'on a mis sur la slide peuvent répondre et aider, même si c'est pas grand-chose, mais souvent, il y a des petites enveloppes ou alors en fonction de vos revenus. Voilà, est-ce qu'un membre veut compléter sur cette partie aide financière? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Les questions, elles vont porter plutôt sur effectivement, quand on parle pas du coût, mais d'un investissement pour la carrière, pour la poursuite d'études de nos enfants. Mais alors, pour le coup, comment on peut évaluer leur progrès, tout simplement? Comment? Oui, c'est une bonne question.
C'est une très bonne question. Tout à l'heure, Marion nous disait, voilà, moi par exemple, je suis partie, j'étais très timide et je suis revenue et on le voit puisqu'aujourd'hui, elle prend la parole sur un webinaire où il y a près de 500 personnes connectées, je crois, voire plus, j'ai plus les chiffres, mais en tout cas, quand on voit l'aisance qu'elle a à parler et à prendre la parole, ça, c'est un indicateur. Ça peut être aussi bien sur la personnalité, sur les compétences linguistiques, comme elle disait, elle est passée de B1 à C1 certifié. Je veux dire, là, c'est assez concret. Je crois que chaque jeune, chaque famille doit définir un peu, comme les membres, hein, et on voit bien qu'on est quand même sur une approche personnalisée. Donc, le jeune, en fonction de ce qu'il va chercher, les progrès qu'il a envie, ou les parents, de dire, voilà, c'est sur quels critères, quelles compétences? Est-ce que c'est plutôt sur la langue? Est-ce que c'est sur la découverte d'une culture? Est-ce que c'est plutôt sportif? Est-ce que c'est plutôt vraiment sur ta gestion des émotions? Parce que voilà, ici c'est plutôt compliqué dans le système scolaire français, donc peut-être est-ce que le système anglophone t'a mieux convenu? Enfin, vous voyez, je pense que c'est à chacun voilà, de définir. Je ne sais pas si ça aide ou si ça répond. Je pense que ça a déjà bien répondu à la question, effectivement. On a quelques questions autour des sportifs de haut niveau et une possibilité de séjour, par exemple, aux États-Unis. Est-ce qu'ils pourraient prétendre, les Français, aux bourses sport des universités américaines? Et ça peut se développer partout, hein, en fonction des bourses. Est-ce que lorsque je vais étudier à l'étranger, je peux y prétendre? Sarah, est-ce que tu veux? Je pense que la question est au niveau de l'université. On n'en a pas parlé là. Il y a aussi des programmes universitaires, notamment aux États-Unis. C'est très compliqué. C'est faisable, c'est pas impossible, ça existe, mais c'est très compliqué. Le niveau dans ces pays-là, sportivement, étant très, très, très élevé, c'est assez difficile, mais les jeunes peuvent tenter de postuler. C'est envisageable, même si ça reste compliqué. Mais pas au niveau du lycée, hein, vraiment au niveau du post-bac. D'accord. Je vais avoir après des questions sur le retour en France et le niveau scolaire, donc je vous laisse poursuivre, Laurine. Oui, alors on sait que ça, c'est des questions de comment ça se passe peut-être scolairement avec la reprise d'études et l'inscription dans l'établissement ou la reprise, voilà, cette césure, comment elle se gère. Et puis administrativement, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'un membre veut prendre la parole sur ce sujet ou illustrer avec des exemples très concrets? Peux prendre la parole là-dessus. Alors, tout va dépendre du séjour que vous envisagez et que vous allez effectuer. Encore une fois, quand vous partez pendant votre scolarité, c'est-à-dire pendant l'année de première, pendant l'année de seconde, par exemple, à l'étranger, que vous partez pendant justement le programme scolaire. Là-dessus, il faut simplement en fait avoir l'autorisation de la part de votre chef d'établissement pour pouvoir vous garantir de pouvoir, à votre retour, reprendre votre scolarité comme le reste de vos camarades. Quand on part par contre sur des séjours de longue durée post-bac, où on est, justement, là, encore rattaché au programme Parcoursup pour intégrer des universités, supérieures. Là, pour le coup, vous devez, eh bien, sélectionner et cocher la case année de césure sur Parcoursup pour pouvoir à votre retour, à nouveau, effectuer vos vœux pour l'année scolaire qui suit. Donc tout dépend, est-ce qu'on parle d'un séjour de courte durée ou de longue durée et à quel moment, surtout, est-ce qu'on est concerné par Parcoursup, ou pas? Mais là-dessus, en tout cas, tous les étudiants qui partent, ont toujours, enfin, savent plus ou moins ce qu'ils vont faire, par la suite et ont plus ou moins une garantie à ce niveau-là. Je veux bien juste rajouter un petit mot, heu, pour dire que d'expérience, ça se passe toujours très bien. Comme on l'a dit un peu plus tôt, les jeunes ont pas été déscolarisés. Ils ont soit fait des cours de langue, soit été scolarisés,
sur une certaine durée. Donc ils ont continué à travailler, ils sont améliorés dans la maîtrise d'une nouvelle langue. Ils n'ont pas du tout été déconnectés du système et ils ont développé beaucoup de compétences justement pour s'adapter à une culture, à un système scolaire ou à une école ou à d'autres gens, etc. Donc ils arrivent avec des facultés. Voilà, ils ont vraiment développé beaucoup de choses qui vont être intéressantes, qu'on va pouvoir réutiliser dans le système scolaire français. Et donc aussi bien les lycées, les profs vont pouvoir valoriser ça. Et le jeune va se sentir en général plus en confiance et va réussir très rapidement à se remettre dans le bain du système français. J'ai justement une question à ce sujet. Est-ce que si mon enfant fait une immersion longue, est-ce qu'il n'y aura pas un décalage lorsqu'il rentrera en France par rapport à sa poursuite, par exemple au lycée? Est-ce que votre retour d'expérience vous fait dire que non, l'enfant il rentre, retourne en cours l'année où il s'était arrêté, il continue, il n'y a pas de souci pour la suite? Est-ce que vous pouvez rassurer nos parents? Non, il n'y a aucun souci pour la suite. Et comme je le disais, c'est que du positif. Il arrive déjà, il maîtrise une langue beaucoup mieux qu'en partant. S'il est resté longtemps, il est potentiellement bilingue. Donc ça, par rapport aux autres, ça va faciliter les choses au quotidien, en tout cas dans l'apprentissage de cette langue-là, dans les cours d'anglais ou si c'était une autre langue, dans l'autre langue. Mais c'est un jeune qui va avoir développé des compétences, donc qui va vraiment très bien se réintégrer, qui va peut-être même mieux maîtriser des matières sur lesquelles il pouvait avoir des difficultés avant. On le voit beaucoup. Il y a des jeunes qui partent et qui sont, par exemple, pas très forts dans une des matières et qui vont, le fait de l'avoir étudiée différemment, apprise via un autre prisme dans un autre pays, qui vont avoir peut-être développé de l'intérêt pour cette matière ou qui vont s'améliorer. Ça, on le voit très, très souvent. Donc, il n'y a que du positif. Pour être très honnête, le seul point négatif, c'est que les jeunes reviennent et disent: «Oh là là, ben moi je reviens là et mes copains sont partis, ils sont partis une année plus loin, ils ont peut-être commencé l'université alors que moi je termine mon année de lycée», et ça, au bout de quelques semaines, ils passent à autre chose, ils se font de nouveaux amis. C'est vraiment la seule petite chose sur laquelle ils peuvent s'inquiéter, mais très rapidement, ils se réintègrent dans un système qu'ils connaissent déjà. Donc non, ça se fait toujours très, très simplement sans aucun problème. Et du coup, lorsqu'il rentre en France, il n'y a pas besoin de passer des tests de l'éducation nationale pour reprendre le cursus en France. C'est validé avec l'établissement, le retour Bien en sûr, établissement se passe très bien. il faut répéter que la préparation et la validation passent aussi avec les chefs d'établissement et donc c'est toujours en lien. Donc l'inscription, elle sera déjà pour l'année de reprise. Donc c'est toujours en lien avec l'établissement français. Et encore une fois, le seul décalage qui peut exister, c'est qu'on revient avec une très grande maturité et donc c'est peut-être ça le décalage par rapport à ceux qui sont restés. Mais la validation ou la reprise d'inscription scolaire, encore une fois, se fait en lien avec l'établissement. Donc, il y a pas de. C'est validé en amont. Oui, le décalage se fait souvent sur l'autonomie, en effet. Souvent, les parents ont besoin, ont envie que leur enfant devienne davantage autonome dans leur apprentissage, dans leurs différentes gestions quotidiennes de la vie ou de leurs études. Et c'est vrai que souvent, on voit vraiment une évolution à ce niveau-là. L'autonomie est le mot-clé, je crois. Vraiment, il y a une maturité, autonomie qui est développée qui fait que, d'ailleurs, même dans les écoles, c'est les retours qu'on peut avoir, c'est qu'ils reviennent tellement avec une autonomie, une prise d'initiative, un esprit critique, une aisance que quand ils reviennent dans le système français, parfois, il y a un petit décalage de se dire, mais bon, dans les autres pays, voilà, j'avais ma place et là maintenant on me remet dans le rang d'élève. Comment, voilà, mais c'est plutôt positif. Merci. Pour faire suite à tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez juste peut-être faire un petit rappel pour Parcoursup? Parce que il y a beaucoup de questions sur Parcoursup. J'en ai parlé Et tout ça, à l'heure, donc par rapport à Parcoursup, lorsque vous partez sur une césure et que vous faites le choix de l'année de césure, que vous cochez le choix année de césure sur Parcoursup, vous avez donc vos identifiants qui vous sont donc conservés pour l'année suivante et à votre retour justement de la césure, vous pouvez à nouveau entrer vos vœux pour l'année scolaire qui suivra. Donc c'est en rien, on a très souvent la question de se dire est-ce que ça va être un handicap ou dévalorisant justement d'avoir fait une année de césure par rapport à d'autres candidats. Pas du tout. Justement, en partant à l'étranger, vous avez
des capacités que d'autres n'ont pas en étant restés en France. Vous êtes parti à l'étranger, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez montré une certaine adaptabilité à vivre à l'autre bout du monde. Vous êtes ouvert sur le monde, vous êtes bilingue en partant sur un séjour long comme celui-ci. Donc, tout au contraire, non, votre candidature sera beaucoup plus valorisée que celle d'un étudiant qui a suivi un cursus classique et qui ne sera resté qu'en France pendant toute la durée de sa scolarité. Vous allez vous démarquer là-dessus avec cette petite ligne en plus que d'autres n'ont pas sur votre CV. Et il me semble que l'Office a fait une vidéo, a fait une petite vidéo justement sur ce thème-là pour le Parcoursup qui était très bien, que vous pouvez consulter, je pense, sur le site et qui explique comment les jeunes peuvent valoriser leur parcours à l'international via Parcoursup. Oui, on pourra peut-être la repartager à l'appel si jamais on veut l'associer à la présentation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre présentation sur les séjours d'études à l'étranger. Donc, grâce à l'expertise de nos invités, nous avons pu explorer ensemble comment offrir à votre enfant une expérience unique de développement personnel, d'ouverture culturelle et d'apprentissage. Nous espérons que vous êtes désormais mieux informés pour transformer ce potentiel en réalité. Alors, je tiens à remercier Laurie Larcher de l'Office pour la réalisation de ce webinaire pour sa grande aide, Sarah Gonzalez pour l'organisme PIE, Thibaut Dufresne pour l'organisme CEI, Mahmoud Chakroun pour l'organisme Kaplan, Juliane Théo pour l'organisme WEP, Marion Maréchal pour son témoignage en tant qu'étudiante partie à l'étranger. Donc, je tiens à les remercier pour leurs précieux conseils. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de l'équipe de l'Appel national pour l'organisation de ce webinaire, parce que vous ne les voyez pas, mais ils sont derrière. Ils sont précieux dans leur aide. Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 27 mai pour le dernier webinaire de notre série autour de l'orientation, qui aura pour thème finaliser son choix de formation sur Parcoursup. Donc, merci infiniment